Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons nous intéresser une fois de plus à une commission au sein de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la commission Éducation, Culture, Sciences et Technologies. Une commission stratégique au cœur du contrôle des transformations que connaît notre société au plan éducatif, au plan sciences et technologies, et pourquoi pas la culture. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le président de la commission Éducation, Culture, Sciences et Technologies, l'honorable Joseph Badiabio. Avec lui et sur la base de nos questions, notre invité va nous parler des missions de sa commission. Madame le Président, merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre bureau. La première question que j'aimerais vous poser, est-ce que c'est un dérangement ou alors c'est quand même utile pour que vous communiquiez sur ce que vous faites au niveau de l'Assemblée nationale? Merci, monsieur le journaliste. Bien au contraire, c'est un grand plaisir que de me permettre d'être sous vos projecteurs. Je suis bien content d'être sur votre plateau pour essayer de vous dire ce que nous faisons à la commission Éducation, Culture, Sciences et Technologies. Merci beaucoup. Alors, de vous en moi, comme on dit, la commission Éducation, Culture, Sciences et Technologies, quelles sont ses missions? Bon, mais il faut peut-être d'abord dire que la commission que je dirige fait partie des 8 commissions que compte l'Assemblée nationale. C'est cela. Et ces commissions sont bien définies dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Oui. Et ils ont leur mission donc bien définie dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les commissions permanentes sont là pour, comme des laboratoires. Des laboratoires, oui. Pour analyser, faire l'expertise et la prospection de tous les secteurs de la politique nationale. Ah d'accord. Donc si je comprends bien, au niveau de votre commission, quand il y a des dossiers qui touchent l'éducation, qui touchent la culture, sciences et technologies, ces dossiers sont affectés à vous. Mais vous savez bien le dire, mais en dehors de cela, notre commission est aussi impliquée dans l'examen, tout comme les autres, dans l'examen de la loi de finances, appelée communément projet de loi de budget. Ah d'accord. À quel moment vous êtes impliqué? On est impliqué parce que là, on voit l'économie. À la session budgétaire qui s'ouvre le 15 pour se terminer le 23 décembre, le 15 octobre pour se terminer le 23 décembre de chaque année. D'accord. Et en ce moment-là, vous faites quoi? Un peu de lobbying pour inscrire un projet? Entre-temps, oui, on fait parfois des lobbying, mais étant donné qu'on a sous notre compétence des ministères, et quand on aura déjà travaillé avec ces ministères-là, on fait comme un plaidoyer au niveau de la commission économie pour essayer d'insérer tel ou tel projet dans le projet de loi de finances. D'accord. Mais parlons un peu de votre travail concret sur le terrain. Comment vous faites pour contrôler, par exemple, les budgets qui ont été votés au niveau de l'éducation, des lycées, universités, j'en passe. Est-ce que vous vous enfermez dans votre bureau ou alors vous faites quand même des descentes sur le terrain? Oui, il faut d'abord dire que bon, le rôle principal de notre commission, c'est d'examiner les questions relatives à l'éducation, à la culture, à la science, à la culture, à l'art, à la science et la technologie, à la communication et l'information, à la jeunesse et au sport. Mais c'est vaste alors. Oui, c'est très vaste. Je peux vous dire que bon, il y a plusieurs ministères qui sont sous notre compétence. Et comme vous venez de le souligner, nous avons à faire en sorte de travailler en symbiose avec eux en ce qui concerne les projets qu'ils peuvent mettre en chantier à travers le budget. Et en ce moment-là, ils viennent en audition au niveau des commissions. Mais une fois les projets, disons, insérés dans le budget, il reste l'applicabilité sur le terrain. Et en ce moment-là, nous, on joue notre rôle de député qui consiste à
soit faire les questions orales, questions écrites, questions d'actualité, des interpellations et parfois des enquêtes parlementaires. D'accord. Mais en parlant des enquêtes parlementaires, est-ce que vous n'êtes pas allé déjà dans un lycée, par exemple, que ce soit à l'intérieur du pays ou ici à Brazzaville, pour voir un peu justement comment ça fonctionne? Oui, ça c'est ce qu'on appelle les missions d'information qui se déroulent sur le terrain. Et ça, nous avons déjà effectué. Là, vous parlez, vous mettez l'accent seulement sur l'économie, mais je peux vous citer, oui, sur l'éducation, pardon, mais je peux vous citer aussi d'autres domaines pour lesquels il a été nécessaire pour nous de descendre sur le terrain. En ce qui concerne l'éducation, nous avons déjà eu à faire une descente au niveau de l'école d'excellence, du lycée d'excellence de Mbunda. Là, c'est à Dolisie. À Dolisie. Oui. Et pour voir un peu l'évolution des choses là-bas, voir les conditions des élèves. Et je vous apprends que, bon, vraiment, on est sorti de là un peu déçu par rapport à ce qu'on croyait voir sur le terrain. Et donc, une fois arrivé, nous faisons la fiche au président de l'Assemblée nationale qui va transmettre à qui de droit. Quand vous dites déçu, ça veut dire quoi? Déçu parce que, bon, je peux vous prendre un exemple simple en ce qui concerne la restauration. Quand vous arrivez, les enfants ne sont pas bien nourris et c'est lié au budget. Bon, à ce que je sache, oui, parce que, bon, ils étaient obligés de nous dire qu'ils sont parfois obligés d'aller s'endetter auprès des commerçants de la place pour essayer de nourrir les enfants. Donc, il y a un problème de budget qui se pose, notamment au niveau du Trésor, pour essayer de faire le décaissement des fonds nécessaires pour le fonctionnement de ces lycées. Et vous, en tant que président de la commission éducation, est-ce qu'on peut penser qu'avec le rapport que vous allez faire, ou vous avez fait au président de l'Assemblée, que vous pouvez pas même les aider, pousser la bille pour que demain, bon, le décaissement se fasse? Ça, c'est votre travail, non? Et c'est cela, justement, la finalité de notre travail. Quand on aura fait cela, après l'affiche, on peut voir donc la chaîne de la dépense où se trouve le blocage pour essayer de faire en sorte de trouver la solution pour qu'ils rentrent dans leur fonds. Et vous avez parlé de l'éducation. Est-ce que vous avez aussi une information ou des centres de terrain en dehors de l'éducation? Oui, en dehors de l'éducation, je peux vous parler de la Poste. De la Poste. De la Poste, et ça, je crois que vous-même... Mais vous ne pouvez pas tellement faire la différence quand vous passez sur la grande voie publique. Bon, je prends l'exemple de la Grande Poste, que nous connaissons tous bien. Bien sûr, oui. Et quand vous passez, vous avez l'impression que tout va bien à l'intérieur. Mais, je vous assure... Une coquille vide. Quand on a... Oui. On peut dire comme ça. C'est le cas de le dire. Quand nous avons effectué la descente, alors c'était un spectacle désolant. Désolant pour la simple raison que vraiment vous trouvez un état de délabrement avancé des installations là-bas. Vous savez qu'à l'époque, je ne dirais pas qu'il y avait des boîtes de, comment vous appelez boîtes ça, de lettres. Boîtes aux lettres et tout ça, mais lettres, oui. vraiment dans la poussière. Et ça suinte de partout. Curieusement, nous y sommes allés pendant la période de pluie et vraiment, c'était pas beau à voir. Et c'est pour dire que là aussi, on a dû interpeller le ministre de tutelle qui nous a donné un certain nombre d'informations. Voilà, un certain nombre d'informations pour essayer d'y remédier. Et au moment où je vous parle, je peux vous dire que les travaux ont déjà commencé, les travaux de réhabilitation. Ah, ça c'est à féliciter. Voilà. Ça c'est à féliciter, honorable président. Vous ne parlez pas trop de la science-technologie, parce que là aussi, vous n'avez pas un travail de terrain déjà fait, non? Bon, ou bien vous envisagez? Pas vraiment, on n'a pas encore essayé de faire des descentes, sinon quand on est invité pour telle ou telle cérémonie à ce niveau-là. Mais on n'a pas encore réalisé une descente sur le terrain comme on venait le faire pour la Poste ou l'éducation. D'accord. Mais voyons un peu par exemple ce qui se passe à Dimonica, les réserves de Dimonica avec la destruction, je crois qu'à l'Assemblée on en a même parlé, la destruction pour un site comme ça qui fait de la science et de la technologie. Est-ce que vous envisagez aussi un jour quand même faire un tour là-bas? Oui, c'est peut-être les moyens qui vont manquer, mais nous, on est... les moyens, pas à l'Assemblée nationale, non? Vous êtes une commission. Mais c'est une situation générale. Quand vous voyez la récession qui
bon, je n'ose tellement parler, sinon c'est peut-être Pas bien. un peu alarmiste. Mais quand il y a des difficultés au niveau de la nation, ça affecte aussi l'Assemblée nationale. Tout à fait, tout à fait. Donc, pas moyen de faire des descentes en bonne et due forme sur le terrain. Alors, donc, si je comprends bien, vous êtes en symbiose avec les ministères en charge de l'éducation, en charge de la culture et sciences et technologies. Vous êtes en bon terme. En tout cas, bon, en bon terme, oui, on est obligé de travailler en symbiose avec ces ministères-là, parce que c'est ça, justement, qui ferait que, bon, qu'il y ait un peu d'évolution dans ces secteurs-là. Et je puis vous dire que pour la plupart des ministres en charge de l'éducation, je voulais parler de l'éducation en général, et c'est ceux-là qui sont souvent en collaboration soutenus avec nous. Parce que vous voyez, les problèmes de scolarité Se pose avec acuité. Et donc, nous sommes obligés de travailler tout le temps avec eux. D'accord. Mais est-ce que vous travaillez aussi avec les syndicats, notamment des étudiants, des élèves? C'est ça aussi votre travail, la commission éducation. En tout cas, je crois que vous touchez là un problème. Moi-même qui vous parle, je peux vous dire qu'à un moment donné, je dis que la situation peut être explosive. Pourquoi? Parce que, vous savez, vous travaillez à l'Assemblée nationale, mais le travail des commissions est souvent évalué par rapport au passage en plénière. Mais je dois vous dire, moi, si je suis en mon 4e mandat, et souvent à la commission économie et finances, mais maintenant que j'ai intégré la commission éducation, vous êtes à la tête, oui. Je peux vous dire que je n'ai jamais travaillé aussi intensément. Et c'est tous les jours que vous recevez des dossiers, notamment en matière de syndicats, les collectifs des étudiants, les revendications par-ci, par-là, et on essaye comme ça de faire la résolution de certains conflits sociaux. Parce que je vous dirais que, bon, le problème qui se pose avec acuité, c'est l'intégration à la fonction publique. Oui. Et vous voyez, à la fonction publique, je peux vous dire que l'effectif est autour de 80 000 fonctionnaires. C'est ça, par rapport au budget. Non, pas par rapport au budget. Les fonctionnaires. Les postes à pourvoir, voilà, oui. C'est autour de 80 000. Mais figurez-vous que les dossiers qu'on reçoit sont au-delà de 150 000 demandeurs d'emploi, demandeurs d'intégration à la fonction publique. Et voyez-vous, donc c'est un problème qui, je dirais, qui se pose avec acuité grave. Donc voilà pourquoi je disais que oui, je réponds clairement à votre question. Oui, il arrive des moments où les syndicats sont obligés de venir pour travailler avec nous. On les prend en audition et faire en sorte d'interpeller le ministre intéressé. Ah d'accord, donc l'objectif c'est ça pour eux. Ils viennent vers vous, l'Assemblée nationale, pour que vous interpellez le ministre en charge de la question. Mais il y a toute une procédure. Alors, enfin, du point de vue de la saisine, comment ça se passe alors? Ils écrivent au président de l'Assemblée nationale qui oriente donc le dossier au niveau de notre commission en ce qui concerne les ministères qui sont sous notre compétence. Et quand le dossier arrive, pour l'examiner, nous sommes obligés d'appeler tous les protagonistes. On appelle les plaignants, pour ainsi dire, les syndicats ou les collectifs des étudiants. Ils viennent en audition. Quand on a fini avec eux, nanti des informations qu'on aura glanées, on appelle le ministre intéressé pour l'audition. Et à l'issue de cela, on fait le rapport pour envoyer à qui du droit, notamment au président de l'Assemblée nationale, qui pourra, à un moment donné, chercher à trouver des solutions. Ah d'accord. Et si je comprends bien, on peut dire que vous êtes comme des sapeurs-pompiers pour éviter que ça digente, puisque les tam-tams vombissent non loin de votre bureau. Non, mais tu sais bien, vous savez, excusez-moi de vous tutoyer, oui. Vous savez bien le dire. Évidemment, vous avez dû remarquer que, bon, il y a souvent des vuvuzelas ou des tambours en face de chez nous, là, parce que la fonction publique est juste en face de chez nous. Et il m'arrive souvent, pour essayer de calmer les esprits, envoyer mes collaborateurs, aller appeler les responsables premiers pour qu'ils viennent, pour qu'on essaie de regarder.
Et donc, vous savez bien le dire que oui, justement, on joue à un moment donné le rôle de sapeur-pompier. D'accord. Et si je comprends bien, il n'y a que ces syndicats avec lesquels vous travaillez, mais pas au niveau de la culture, la science. Ils ont aussi des syndicats là-bas. Hein. Mais Ils ne viennent pas vous voir. non, mais Il faut d'abord vous ils ne saisir. peuvent venir nous voir que ceux qui pensent qu'ils ont des problèmes, qui peuvent trouver solution au niveau de l'Assemblée nationale. Mais s'il n'y a pas de problème là-bas, pourquoi voulez-vous que chaque syndicat se lève pour venir? Non. Et oui, mais c'est beaucoup plus dans le secteur de l'éducation où les gens, compte tenu de ce que je venais de souligner tout à l'heure, où les gens sont en quête de... D'accord. Est-ce que vous pouvez pour... confirmer que grâce au travail de l'Assemblée nationale, il y a certains qui ont justement été recrutés? Vous Oui. avez des témoignages comme ça? J'ai des témoignages et même des lettres de remerciement qui d'accord. arrivent ici parce qu'ils ont senti que c'est parce que c'est notre L'Assemblée s'est implication impliquée, qui a fait en sorte qu'ils puissent trouver de l'emploi. Oui, évidemment. Les gens, oui, ceux qui sont bien intentionnés, ils arrivent comme ça à nous remercier. D'accord. Et s'il y a un conseil à donner à ceux qui sont encore en train de faire des tambours ici et là, qu'est-ce qu'il faut leur dire? De faire des tambours ou alors d'utiliser les voix vraiment que les autres ont utilisées? Non, par faire les rapport, tambours, c'est pas la joie ou c'est pas l'objectif en soi. C'est pas élégant. Pour trouver des solutions. Et voilà pourquoi je vous disais tantôt qu'il m'arrive parfois d'envoyer mes collaborateurs aller les chercher pour qu'on traite le problème à l'amiable, pour ainsi dire. Un bongui, si on peut dire comme ça. Hein? Et on a beau tambouriner, mais il faut bien trouver la solution. Comme on dit, on ne peut pas toujours négocier le couteau entre les dents. Et quand ils arrivent, bon... Ils sont fâchés d'abord hein, quand ils arrivent. Bien entendu. Et même vous-même, vous avez peur hein, dans quelle situation vous allez les recevoir. Évidemment, ce n'est pas parfois beau à voir, mais il faut les comprendre. Quand on n'a pas d'emploi, je crois qu'on dit souvent ventre affamé n'a point d'oreille. Quand on n'a pas d'emploi, on n'a pas de ressources. On n'a pas de pouvoir d'achat et tout ce qui s'ensuit. Et vous constaterez qu'il y a des étudiants qui passent des années parfois sans être intégrés. D'accord. Et donc, c'est des situations comme ça, comme je venais de dire, explosives, mais on essaye quand même de trouver des solutions. D'accord. Non, c'est à féliciter. Je crois que l'Assemblée joue là son rôle, parce que vous êtes aussi dans ce qu'on appelle le monde, la société. Alors, revenons un peu sur l'éducation. Et nous sommes d'ailleurs, il y a l'UNESCO qui a organisé tout un séminaire sur les problèmes de l'éducation. Ils ont fait tout un séminaire, il faut avouer ça comme ça, tout un séminaire. Et au cours de ce séminaire, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a prononcé un discours que nous allons suivre d'abord un extrait avant de continuer notre entretien. Suivons le président de l'Assemblée nationale. Au cours de ce séminaire, les experts de l'UNESCO nous proposent d'explorer l'univers des objectifs du développement durable, notamment ceux liés relatifs à la santé, l'égalité des genres, le travail décent et la croissance économique. Tout un programme. C'est pourquoi nous resterons focus sur l'objectif de développement durable qui porte sur l'éducation. Parlant de l'éducation, un esprit bien pensant disait, je cite, « Quelle est la première partie de la politique? L'éducation. Et la deuxième partie? L'éducation. Et la troisième? L'éducation. » Fin de citation. En République du Congo, fort heureusement, tous ces objectifs de développement durable sont inscrits au fronton de la loi fondamentale de notre pays. Nous avons fort à faire pour voter la future loi d'orientation scolaire et la loi de programmation budgétaire du secteur de l'éducation qui sont dans les tuyaux. C'est à juste raison que le président Denis Sassou Nguesso, dans son livre « L'Afrique, enjeu de la planète, les défis du développement durable », écrivait, je cite, « L'Afrique peut et doit être à la proue d'un monde où la nature et l'homme seront enfin réconciliés. Un monde ancré dans un développement qui ne pourra être désormais qu'équitable et durable. » Fin de citation. C'est un secret de Polichinelle. La République du Congo est fortement partie prenante d'un développement durable et inclusif.
C'est ainsi que le grand intérêt accordé par l'UNESCO pour la création des centres de recherche dans le monde rencontre une attention soutenue de notre auguste Chambre. En outre, il convient de souligner la part importante que prend l'UNESCO au Congo dans la protection de la réserve de la biosphère de Dimonika, dans la forêt du Mayombe, que le gouvernement de la République s'attelle à préserver, coûte que coûte. Il s'agit indéniablement que l'UNESCO détient une expertise avérée en matière d'éducation. C'est pourquoi les honorables députés que nous sommes devrions en user pour intégrer les objectifs du développement durable dans le corpus législatif et budgétaire en matière de l'élaboration des politiques publiques et de leur mise en œuvre. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis, au cours de ce séminaire, il est souhaitable que nous comptions parmi les matériaux indispensables à notre formation, je dis bien notre formation, les recommandations des États généraux de l'éducation tenues récemment dans notre pays. Ces recommandations portent, entre autres, je cite, une éducation inclusive et de qualité pour tous, deuxièmement, l'adéquation formation-emploi, troisièmement, le renforcement des capacités des enseignants et l'amélioration de leur professionnalisation. Nous comprenons tous, Mesdames et Messieurs, chers collègues, qu'au sortir de cette agora, nous avons à élaborer une feuille de route parlementaire pour l'ODD 4, ainsi que la proposition de création d'un groupe parlementaire dédié à l'éducation et à l'ODD 4. Il s'agit là, vous l'avez compris, des objectifs structurants. De même, nous devons passer en revue l'épineuse question des violences entre genres en milieu scolaire. L'honorable président, dans ce qu'il dit, et d'ailleurs vous avez suivi, il dit que l'éducation, on peut résumer ça comme ça, c'est le pneu d'attaque d'une société, une pièce maîtresse de la société. Vous confirmez ça? Mais bien entendu. Je crois que vous le savez déjà, je sais que vous êtes seulement en train de me chahuter. Bon, mais l'éducation, c'est le moteur du développement de chaque pays. Tant que les gens ne sont pas instruits, ils ne pouvaient rien faire. Voilà pourquoi il faut mettre un accent particulier sur la formation et l'éducation des jeunes. Bon, je parle là des jeunes, mais la formation est parfois continue. D'une manière générale, oui. Voilà, donc la formation est continue. On peut comme ça faire l'apprentissage jusqu'à la fin de sa vie. Donc il a bien raison de le dire, et c'est universel. C'est universel. Dans tout pays, je crois que c'est l'éducation qui assure le développement d'un pays. L'UNESCO, j'allais dire, dans ce qu'il fait comme diagnostic, il dit oui, il faut qu'on mette un peu l'accent sur la formation des enseignants, sur les élèves, parfois qui n'ont plus de niveau, etc. Et qu'il sollicite l'apport des députés que vous êtes. Comment partagez-vous ce point de vue? Bon, ben, je suis bien désolé, mais parce que depuis qu'on en parle, on est déjà à 10 ans. Depuis que les dirigeants du monde entier ont adopté le concept de développement durable au niveau d'un sommet aux Nations Unies. Et ça se passe en 2015. Et voyez, l'objectif c'était 2030. Mais curieusement, il ne nous reste plus que 5 ans. Mais il faut avouer que on traîne un peu les pas dans l'application des politiques, suivant les objectifs avec leurs cibles. Et donc, ils ont beau fait de dire, mais j'aurais voulu le voir arriver. Là, je suis, je tire pas au bout portant sur l'UNESCO, mais j'étais moi-même le modérateur principal de ce séminaire. Tout à fait, oui. Et donc, comme je venais de dire, je crois il faut reconnaître qu'on a traîné un peu les pas pour cela. Mais qu'à cela ne tienne, on est obligé de continuer et faire en sorte de faire aboutir ou bien les objectifs de développement
les objectifs de développement durable, oui, en ce qui les ODD concerne 4. Ouais. L'objectif numéro 4 qui concerne l'éducation. Très bien. Alors, il y a eu ce qu'on appelle des recommandations au niveau de votre séminaire. Nous allons d'abord suivre un extrait sur les recommandations qui sont sorties de ce séminaire, lu par le rapporteur, au niveau de l'Assemblée nationale. Ensemble, suivons. Les honorables députés ont-ils recommandé ce qui suit à l'attention des parlementaires? 1. S'approprier les différents cadres stratégiques en matière d'éducation au Congo. 2. Création d'un groupe ou d'une alliance parlementaire dédiée à l'éducation et à l'ODD 4. Faciliter l'accroissement du budget accordé au secteur de l'éducation à 25%, tel que préconisé par les États généraux de l'éducation, à travers la loi de programmation budgétaire en cours de validation. Soutenir l'adoption de la nouvelle loi d'orientation scolaire en cours de validation. À l'attention de l'UNESCO, poursuivre le renforcement récurrent des capacités des parlementaires à chaque session autour d'une problématique identifiée dans le secteur de l'éducation. Produire et partager chaque année les annuaires de poche avec les parlementaires et ainsi les principales recommandations du rapport mondial de suivi de l'ODD 4. Alors, honorable président, le rôle du député, ça vous le savez, vous l'avez dit, c'est légiférer, contrôler, budgétiser, mobiliser, évaluer. Je crois que si l'UNESCO vient vers vous, c'est pour revendiquer, pour demander un peu plus votre implication dans les budgets au niveau du système éducatif. S'ils étaient à 100, on peut voir comment mettre ça à 200 ou à 300. Est-ce que ça, vous êtes prêt à le faire en tant que président de la commission? Mais naturellement, pour le bien du pays en général, parce que, bon, quand vous mettez des politiques en place, il faut bien les ressources. Les ressources, oui. Et sous d'autres cieux, il y a bien des quotas ou, disons, des pourcentages qui sont alloués spécifiquement à l'éducation. Il y en a qui sont autour de 15 ou 25%. Et si on peut arriver à cela, je pense que ça serait bien pour nous tous. D'accord. Et ça, nous, on est prêts à jouer pleinement notre rôle quand il s'agit d'examiner la loi de finances. Très bien. Donc là, c'est déjà une bonne nouvelle pour le système éducatif, que vous pouvez les accompagner pour essayer un peu de voir à quel moment ils peuvent avoir des budgets conséquents, si je vous comprends bien. Alors, il y a un phénomène quand même bizarre qu'ils ont dénoncé sur les violences au niveau du système éducatif, les violences. Est-ce que demain, on peut penser que le président de la commission peut descendre dans des établissements aussi pour parler aux parents d'élèves, aux enseignants, et pourquoi pas aux élèves, pour mettre un peu fin à ces violences au niveau du système éducatif? Vous êtes prêts Vous savez, à vous jeter à l'eau? Bon, ça, je peux le faire, mais est-ce que ça va porter vraiment? Non, vous êtes député, président de la commission. J'en viens. Oui. Ce n'est pas une façon d'être démissionnaire, figurez-vous. Mais je voulais tout simplement souligner le fait que ce problème des violences, ce n'est pas propre au Congo. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Ce n'est pas seulement dans les écoles, même au sein de la société. On vous parlera des bébés noirs. Et souvent, les bébés noirs, parfois, c'est des collégiens ou des lycéens et qui se transforment en agresseurs. Et donc, ça, je crois qu'autant les parlementaires ont leur rôle à jouer du point de vue de la parole, autant impliquer vraiment les forces de l'ordre. Oui. Pour essayer d'éradiquer ce phénomène. Il n'y a pas que les forces de l'ordre, mais il y a aussi les parents d'élèves. Mais les parents ont parfois les mains liées. C'est-à-dire les mains liées. Vous êtes aussi des parents. Oui. Mais le contrôle, souvent, vous n'avez plus la même mise sur les enfants. Ce n'est pas pour autant dire qu'il faut incriminer les parents. Ce n'est pas un parent qui doit demander à son enfant d'aller faire des actes de vandalisme. Donc voilà pourquoi je disais que ce rôle-là, c'est beaucoup plus les forces publiques qui devront le jouer. Bien d'accord. Mais j'aimerais quand même voir la commission éducation, culture, sciences et technologies dans un lycée, en plein séminaire, pour conscientiser quand même ces élèves. Pourquoi pas? Ça, je sais le faire. Et encore, il faudrait que ça porte.
quand tu auras parlé. Mais je crois que la police a beaucoup plus des moyens de coercition que quelqu'un, un humain qui est comme ça prêché comme dans le désert. D'accord. Mais ce n'est pas une démission en soi. C'est pas une démission. Si on m'invite, je suis volontiers pour aller. Oui, pourquoi vous attendez seulement qu'on vous invite? Vous-même ne pouvez pas aller? Oui, mais bon, c'est pas. Il faut s'auto-saisir aussi. S'auto-saisir, oui, mais c'est vraiment pas notre mission primaire ou première. Mais je peux aussi arriver à faire en sorte que, bon, en dépit des dossiers, de la masse de dossiers que je gère, je peux aujourd'hui me décider avec les collaborateurs pour descendre dans tel ou tel établissement scolaire. D'accord. Essayer de parler aux enfants. Ah, bien sûr, il faut bien le faire. Bon, nous allons terminer avec vous. C'est en tout cas les dernières questions. Le temps nous file entre les doigts. Est-ce que dans les perspectives, vous avez aussi des établissements à visiter au nord du pays, puisque vous étiez à Dolisie, ou bien, c'est pas où encore? Est-ce qu'il y a une prochaine descente? Mais on dirait que vous lisez dans mes pensées. Ben, je ne sais pas trop. Parce que là, justement, vous avez pointé le nord du pays. Oui. Tout récemment, j'y ai été. L'équilibre de l'information, c'est ce que j'allais dire, moi. Oui, j'en viens. Moi, je parle de l'équilibre de l'information. Oui. J'en viens. Oui. Il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, non seulement dans la partie nord, mais on a commencé dans la partie sud pour aller au nord du pays. Au nord du pays, où exactement? Nous avons été à Gamboma. À Gamboma, oui. Gamboma, Ngoni. Ngoni. Oyo, à Bunji. Vous êtes arrivé à Bunji, oui. Jusqu'à Evo. Jusqu'à Evo. C'était quoi C'était l'objectif? dans le cadre de la supervision du bac technique. Ah, d'accord. Mais ça m'a donné une inspiration pour faire en sorte qu'il faut qu'on organise une mission pour aller en direction d'Oyo parce qu'on a construit aussi un lycée d'excellence à Oyo. Autant on l'a fait pour la partie sud, à Dolisie. J'aimerais que prochainement qu'on aille jusqu'à Oyo pour essayer de voir ce qui se passe là-bas. Quand? Oui, mais il faut se préparer. Se préparer, c'est-à-dire? Pour organiser un tel voyage, comme je vous dis, il faut budgétiser des moyens. Et tout. Ah, d'accord. Mais ça serait tardé. Ça serait tardé. Certainement la rentrée prochaine. Oui, disons-le, oui. Octobre, novembre, peut-être. Alors, on va finir avec vous. Je vais vous donner 1 minute, 2 minutes pour conclure notre petit entretien. L'objectif était ici de nous parler des missions de votre commission. Généralement, quand vos affaires ne passent pas, bon, on dit ben, ils ne travaillent pas. Mais nous avons rattrapé une affaire que vous avez présentée, un projet de loi envoyé par le gouvernement dans la salle. Nous avons vu comment vous avez présenté ce projet de loi que je vous invite à suivre avant de continuer. Suivons. La commission est en place, ainsi que le ministre. La commission a la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député et chers collègues, mesdames et messieurs, il faut dire que le projet de loi portant réglementation de l'utilisation des sources de rayonnement ionisant et les applications nucléaires avait été affecté pour examen à la commission éducation, culture, sciences et technologies. Mais de triste mémoire, je voudrais relever ici le fait que le vote de notre loi coïncide avec le bombardement de la ville d'Hiroshima, survenu le 6 août 1945 à 8h15. Et qui a réduit en cendres une cité entière, vaporisant des dizaines de milliers de vies humaines. C'est dire à quel point le nucléaire peut causer des ravages si on n'y prend pas garde. La loi numéro 6-2014 du 24 février 2014, qui régissait les sources radioactives, présentait des insuffisances vues les risques et la gestion des rayonnements ionisants très variés. Le gouvernement de la République a jugé nécessaire d'initier ce projet de loi pour élargir entre autres le champ et l'objet
pour une protection optimale des personnes, des biens et de l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. Mais seulement pour des raisons d'harmonie et pour respecter la procédure en matière de saisine, il nous paraît nécessaire de faire un rappel dans le rapport. C'est ainsi que j'invite la plénière à la page 2 du rapport et au premier paragraphe de l'introduction, qui se termine par des rayonnements ionisants et des applications nucléaires. Il faut donc supprimer le point et remplacer par une virgule et écrire par la suite le Sénat étant la première chambre saisie. Honorable Président, honorable député, je suis totalement solidaire de ce rapport et comme la recommandation a déjà été faite, je crois que c'est un euphémisme que de demander après des applaudissements si nourris qu'il y a encore autre chose à faire. Je vous remercie pour ce noble travail, honorable Président. Alors, ce projet de loi que nous venons de suivre, d'ailleurs, que vous avez fait une présentation très intéressante, dites-nous en quoi ce projet de loi, qui parle des effets qui peuvent nuire, si vous voulez bien, notre santé au plan national et pourquoi pas mondial. Voilà, Président. Oui, mais cette loi, vous venez de l'évoquer, a traîné un peu pour passer en plénière, tout simplement parce que nous étions en deuxième saisine, Oui. c'est dire. Oui. C'est le Sénat qui était la première chambre saisie. Et donc, comme l'exige la loi, Oui. l'Assemblée ne peut travailler que ne peut délibérer que sur les textes de la première chambre saisie. Donc, il fallait attendre qu'on nous fasse parvenir les documents pour qu'on puisse se saisir vraiment de ce dossier et l'examiner de fond en comble. C'est ça. Mais vous venez de dire, justement, c'est un dossier non seulement complexe, mais très sensible, étant donné que, bon, il y a des rayonnements ionisants et qui affectent notre quotidien, Oui. la vie quotidienne. Par exemple, je peux vous prendre l'exemple en matière de santé. Oui. En matière de santé, vous voyez que, bon, vous avez suivi peut-être cette mode ici au Congo, où dès que vous arrivez à l'hôpital, on vous prescrit à tout va d'aller faire un scanner, alors que c'est des rayons des qui émetteurs sont... de rayons ionisants qui sont très très dangereux du point de vue de la gradation ou de l'échelle de ce qu'ils pouvaient administrer comme ion à l'être humain. Et c'est très dangereux, ça devient comme une mode, mais je pense qu'ils sont animés par un esprit mercantile. Ceux qui font ça parce que c'est truffé maintenant de cabinets médicaux où on peut utiliser le scanner, alors que ça doit être réglementé. Voilà pourquoi ce projet de loi est venu à point nommé pour essayer de réglementer ce secteur. Les privés comme l'État. Les privés comme l'État, et encore, je n'ose pas rentrer dans les pratiques des médecins au Congo, qui généralement ne sont là que pour la forme au niveau des examens, vous voulez dire? Non, des hôpitaux publics. Ils ont, pour ne pas dire à chacun des cabinets médicaux, oui, privilégiés pour se faire un peu les poches. Mais bon, ce n'est pas là la question. C'est pour autant dire que c'est un domaine très sensible. Ah oui, les rayons ionisants. Les rayons ionisants. Voilà pourquoi c'était nécessaire que cette loi-là passe. Et encore, vous avez vu le ministre souligner que ces deux lois qui sont complémentaires, qui auraient dû passer au même moment, et c'est ce qui a été fait au Sénat. Mais ici, quand ça arrive, c'est deux commissions différentes qui traitent de ces questions-là. Il reste donc l'agence. Ah, il faut une agence, oui. L'agence de la radioprotection qui sera examinée auprès de la commission de loi prochainement. Et on souhaite que ça puisse passer
Donc, parce que c'est des projets de loi complémentaires. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mais je vous donne une minute maintenant pour conclure notre émission. Que dire à ceux qui nous regardent ce soir et pourquoi pas vos collaborateurs aussi? C'est quand même intéressant. Oui, mais tout d'abord, je dois vous remercier d'être venu m'interviewer pour essayer de lever un peu le voile sur ce que nous faisons ici. Bien sûr. Ça devient comme l'omerta. Il y en a qui pensent que, bon, on se tourne les pouces ici, mais en réalité, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour tel ou tel dossier. Et je peux rassurer le grand public que, bon, nous sommes là pour travailler pour la République et on fait le peu qu'on peut. Et voilà pourquoi je revenais pour dire que, bon, les dossiers qui nous arrivent sont traités avec célérité pour les renvoyer à qui de droit, pour essayer de trouver des solutions sur les problèmes qui se posent en matière d'éducation, en matière de culture et j'en passe. Bien, merci beaucoup, Honorable Président Joseph Badiabio. Nous avons parlé ce soir de la commission éducation, culture, sciences et technologies. Quelles sont les missions de cette commission? Vous avez suivi le président dire qu'il ne tourne pas les pouces. Il travaille d'arrache-pied. Il a même, en tout cas, avoué que là où il était à la commission économie, parfois le travail, oui, c'est vrai, mais là où il est hyper, comme on dit, avec tout ce qui se passe, des jeunes, avec des tambours. Ça relève, bien sûr, de sa commission. Merci beaucoup. À une autre occasion pour vous poser la même question ou l'autre question, la question du jour. Au revoir.